bonjour. Bienvenue dans ce cours ou cette partie du cours où je vous montre comment créer une application. Nous allons le diviser en deux parties. La première partie consistera à créer l'application en collectant les informations de manière automatique. Et dans la deuxième partie, dans une autre vidéo, je vous montrerai aussi comment créer l'application en renseignant les informations manuellement. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir votre console. Dans ma console à moi, vous pouviez voir que j'ai plein de sous-menus à gauche, en bas. Donc, nous allons nous retrouver dans la partie bibliothèque de logiciels. Et c'est là qu'on pourra gérer tout ce qui concerne le software. Donc, nous verrons la gestion des applications. Tout en haut, la première, c'est la gestion des applications, tout ce qui est applications, etc. Et après, mise à jour logiciel, système d'exploitation, maintenance Windows, maintenance desktop, gestion Microsoft et puis O365. Mais ce qui nous concerne, c'est la gestion des applications. Donc, vous verrez le sous-menu applications et c'est là où nous on ira. On verra deux applications, ce que j'ai déjà fait, qui sont en production, je vais dire. Nous allons nous intéresser plus à créer une nouvelle. Vous verrez les plusieurs colonnes qui existent, donc le nom, type de déploiement, etc., etc. Voilà. Après, nous allons maintenant créer une nouvelle application, comme je vous l'ai dit, de manière automatique, c'est en collectant les informations automatiques. Donc, vous pouvez faire dans cet espace, dans l'espace sans cliquer sur une application, clic droit et vous verrez créer une application ou si vous voulez utiliser aussi le menu en haut, vous verrez créer une application aussi. Nous allons cliquer là-dessus pour pouvoir ouvrir notre fenêtre. Donc, vous verrez les deux types, la création et la détection automatique des informations et puis la spécifier manuellement les informations de l'application nous-mêmes. Nous voulons utiliser la détection automatique. Donc, vous verrez les différents types qui existent, les MSI, les différents types d'exécutables qui existent, MSI, les packages d'applications web, d'applications iOS pour les iPhones ou les iPads, et etc., etc. Donc, vous voyez différents types d'applications, mais nous allons utiliser les MSI parce que nous allons déployer Notepad++ que j'ai téléchargé en MSI. Donc, nous choisissons MSI et ensuite l'emplacement de notre application qui doit être sur un réseau, partage, etc. Que ça ne soit pas directement sur une clé ou sur un disque dur. Si c'est sur un disque dur, alors faites créer un partage et utilisez le lien partage parce que c'est très important. Si vous utilisez rien que des lecteurs locaux qui ne sont pas partagés, alors vos points de distribution sur lesquels les paquets seront envoyés n'auront pas le droit pour lire directement sur votre lecteur. Donc, vous pouvez voir, dans mon cas à moi, j'ai créé dans ma source, dans mon lecteur source, j'ai fait un partage qui est là. Donc, j'ai partagé et voilà que j'ai nommé SCCM source. Donc, vous pouvez créer aussi un partage comme ça dans laquelle vous allez mettre vos dossiers. Donc, j'ai mis un dossier application et dans le dossier, vous voyez toutes mes applications qui ont leur dossier à eux. Ce qui nous concerne à nous, c'est Notepad++. Vous pouvez créer votre partage comme ça pour éviter des problèmes de droit d'accès. Vous me comprenez? OK. Donc, nous allons revenir à notre création. Donc, nous allons fait parcourir, aller choisir notre dossier qui est bien en UNC et non. Je le précise parce que c'est important. Si ce n'est pas sur un partage, et vous aurez des erreurs lors de votre installation. Le déploiement va bien marcher, mais l'installation ne va pas bien marcher. Donc là, vous verrez la différence. J'ai bien partagé. Donc ici, je n'ai pas choisi celle-là, mais j'ai bien choisi celle qui est en UNC. Vous pouvez choisir votre dossier, le dossier là où est l'exécutable.
précisément. Donc, nous allons choisir notre exécutable, effet suivant. Et dans suivant, ça va nous dire que voilà, notre éditeur n'a pas été trouvé parce que dans mon MSI, dans le code, il n'y a pas l'éditeur qui a été renseigné. Donc, c'est normal que ça me dise que ça ne trouve pas l'éditeur, mais nous allons le renseigner de manière manuelle. Ce n'est pas obligatoire que ça soit repéré. Et donc, ce n'est pas bloquant. Et donc, nous allons faire oui pour pouvoir aller le renseigner. Dans la suite, nous pouvons le renseigner. Nous allons voir les informations dans la page qui va suivre. Nous allons mettre nos informations qui sont manquantes. Donc, voilà ce que lui, il a pu retrouver. Nous pouvons voir le nom de notre application. L'éditeur n'est pas renseigné, la version n'est pas renseignée et le chemin de notre type qui est MSI, notre code de produit, le comportement qui est type système qui ne peut pas être exécuté avec un compte utilisateur, c'est pourquoi. Donc, et puis notre source, etc. Et ça a trouvé aussi mes logos, mes images logos que j'ai mis dans mon dossier, ce qui est bien normal parce que ça, on s'en servira. Donc, en mettant suivant, nous allons renseigner les informations que nous voulons rajouter, je vais dire. Donc, commentaire, je ne vais pas compléter un commentaire. Donc, l'éditeur, je vais bien entendu mettre mon nom, bien que je ne suis pas l'éditeur de l'application même, mais je suis l'éditeur de ce déploiement. Donc, j'ai mis. Et la version qui est 7.9.1, donc je l'ai complété manuellement. Et les références, c'est facultatif, donc vous pouvez le mettre pour pouvoir vous baser sur ça lors d'un déploiement que vous ferez ou d'autres collections, etc. Donc, c'est juste à titre informatif qui vous permettra de paramétrer et d'autres configurations après, si vous voulez. Donc, les catalogues aussi, on peut en créer. J'en ai pas parce que je ne m'en sais pas. Donc, vous pouvez créer des catalogues dans lesquels vous allez mettre vos applications. Je peux créer un catalogue de notes, par exemple, où je vais mettre toutes les applications qui notent. Et ici, c'est bien entendu notre code d'installation. Donc, il faudra que vous maîtrisiez un peu des codes sous PowerShell ou sous CMD et invite de commande. Parce que ces codes qui sont utilisés, c'est les commandes qui sont utilisées pour l'installation, c'est des commandes de ce type. Donc, moi, j'ai utilisé ici, là, je n'ai pas renseigné. Vous avez vu que ça l'a pris automatiquement depuis l'MSI. Il a pris directement depuis ce fichier MSI. Ça a récupéré automatiquement le code qui a été intégré à ce fichier exécutable. Donc, nous n'avions pas l'obligation de le modifier. Vous pouvez compléter des paramètres si vous voulez et si vous le maîtrisez ou le laisser comme il a récupéré et vous n'aurez pas non plus de problème à ce niveau-là. Donc, c'est juste pour une petite précision. Donc, voilà. Donc, on a tout dit. Et à ce niveau, nous pouvons choisir que le programme s'exécute aussi en tant que architecture 32 bits, donc, ou 64 bits. Et dans notre exemple à nous, nous pouvons bien voir en haut que c'est bien 64 bits notre application. Donc, nous n'allons pas lui dire de s'exécuter en tant que 32 bits sur des clients 32 bits. Donc, ça peut nous créer des crashs et des erreurs. Donc, nous n'allons pas activer cette option. Nous allons la laisser tranquillement comme ça pour ne pas perturber notre installation sur les clients. Sinon, vous pouvez l'activer si c'est des applications qui ont les deux architectures intégrées. Donc, il y a des applications qui ont les deux architectures intégrées ensemble et dans le même exécutable, mais il y a d'autres qui sont séparées. C'est rien que pour des architectures 64 bits. Dans notre option de comportement, c'est en tant que système, ça l'a pris automatiquement, comme je vous l'ai dit, parce que cette application ne peut pas être installée avec un compte utilisateur normal qui n'a pas les droits d'administrateur. Donc, on va avoir des erreurs si on choisit celle de l'utilisateur. Donc, en mettant suivant, nous pouvons voir directement notre résumé de tout ce qu'on a eu à renseigner et les informations qu'on a complétées, que lui-même, il a pris depuis le fichier exécutable. Donc, nous avons renseigné mon nom, la version et ainsi que
la commande, ça a été pris manuellement. Donc, nous allons faire suivant par la suite et puis lancer notre procédure de création d'application. Donc, voilà. Et après, c'est terminé et nous pouvons voir directement que on n'a pas eu d'erreur et on va fermer cette fenêtre pour pouvoir aller voir dans les types de déploiement et déploiement ce qui s'est produit. Donc, notre application apparaît très bien dans la liste. Et en cliquant là-dessus, nous pouvons aller dans type de déploiement qui a été créé automatiquement. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment la créer manuellement parce que ça sera manuel tout ça. Mais ça a été créé automatiquement depuis le fichier. Vous voyez, donc on n'a pas eu à renseigner tous ces fenêtres. Donc ça s'est renseigné automatiquement par lui-même avec toutes les commandes, toutes les précisions pour détecter que l'application est présente et les spécifications, ça ne les a pas mis. Les codes d'erreur, c'est pas défaut sur n'importe quelle application. Vous pouvez compléter. Donc, dans général, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait le nom, etc. Et donc, tout ça, c'est renseigné de manière automatique. Donc, cette partie, vous n'avez vraiment pas quelque chose à faire et vous avez jusqu'à mettre votre application, le chemin, voilà. Et puis, ça vous fait tout le reste. Vous pouvez compléter des choses, vous pouviez modifier des choses, mais être prudent. Donc, là, nous allons déployer notre application. Je vais l'envoyer sur un serveur pour que les clients puissent récupérer. Donc, j'ai fait déploiement et c'est bien l'application. Je peux modifier le contenu, mais là, c'est ce qu'on veut déployer. On va faire suivant. Et par la suite, on choisit bien notre application qu'on veut déployer. Et puis, suivant. Il faut qu'on précise ici sur quel serveur les clients viendront chercher. Donc, on peut déployer sur plusieurs serveurs qui sont proches des ordinateurs. Donc, si c'est à Paris, je peux l'envoyer sur un serveur de Paris. Mais ici, on a un seul serveur, donc on va l'envoyer sur ce serveur. Et c'est sur ce serveur que les clients viendront chercher tous les exécutables pour pouvoir les exécuter localement. Donc, je l'ai ajouté et vous voyez que ça a été bien ajouté en tant que point de distribution. Donc, qui est appelé aussi DP. Donc, ça a été envoyé sur le serveur. Et là, maintenant, on peut déployer. Là, on a déployé le contenu. Vous voyez, maintenant, on va déployer l'application même sur un groupe sur un groupe d'utilisateurs ou un groupe de périphériques. Donc là, nous allons faire déployer. Clique-toi sur l'application déployer. Et dans déployer, nous allons choisir notre regroupement. Soit nous pouvons choisir des regroupements d'utilisateurs comme je viens de le dire, ou nous pouvons choisir un regroupement d'utilisateurs. Donc là, c'est les regroupements d'utilisateurs, tous les utilisateurs ou les regroupements de périphériques qui sont mes ordinateurs. Là, moi, j'ai créé après un regroupement spécifique pour les clients SCCM et vous pouvez le voir là directement. Donc, dans mes regroupements de périphériques, je le précise. Donc là, c'est utilisateur et la seconde, c'est les périphériques. Donc nous allons déployer sur les périphériques. Donc sur nos périphériques à nous, n'importe quel utilisateur verra l'application dans le centre logiciel. Mais si c'est sur les utilisateurs, si l'utilisateur n'est pas connecté dans le centre logiciel, il n'y aura pas l'application. Donc je le déploie sur toutes les clients SCCM. Et par la suite, nous allons faire suivant. Ensuite, on a déjà choisi notre DP, donc ça apparaît. Si nous voulons l'ajouter, nous avons l'option en bas pour ajouter encore un autre. Mais là, nous avons déjà notre DP, donc nous n'avons plus besoin voilà, d'ajouter un autre. Nous pouvons faire suivant directement. Voilà. Ici, c'est soit vous choisissez que ce que vous voulez faire, c'est désinstaller quelque chose ou installer quelque chose. Donc là, nous voulons installer une application. Nous allons bien laisser installer. Sinon, nous allons choisir désinstaller si notre truc était pour désinstaller, si notre exécuteur était pour désinstaller. Après, obligatoire ou disponible. Donc, dans disponible, c'est l'utilisateur de cliquer installer. Mais dans obligatoire, même s'il n'est pas connecté, même s'il ne fait rien du tout, l'application va s'installer automatiquement. S'il n'aura pas même le droit de le désinstaller, il n'aura pas le bouton pour le désinstaller. Donc, pour nous, c'est disponible. On fait suivant pour pouvoir planifier notre déploiement. Donc, notre déploiement, la disponibilité, on peut choisir des horaires si on veut. Si on veut que ce soit disponible demain, après-demain, dans un mois, dans un an, comme nous voulons. Mais si nous ne cochons pas cette option, c'est disponible immédiatement. Après,
quelles sont les notifications que l'utilisateur peut voir. Est-ce qu'il peut voir, est-ce que ça va lui dire de redémarrer après l'installation? Est-ce que ça va lui envoyer des notifications lorsque c'est en train d'installer, comme une application, une telle application est en train de s'installer, à démarrer son installation. Donc, nous allons laisser ça comme ça. Nous allons faire suivant. Donc, les alertes, comme dans le cours, on l'a vu. Vous pouvez le relire pour remarquer bien comment configurer une alerte au niveau des seuils d'échec ou même des seuils de réussite. Si c'était manuel, nous allons voir les seuils de réussite qui n'allaient pas être grisés. Donc là, c'est grisé parce que c'est automatique. Donc, si c'était manuel, l'application qu'on est en train de déployer, on allait pouvoir le voir. Donc, là, nous pouvons laisser ça comme ça. Nous n'allons pas configurer ensuite. Suivant une récapitulative de ce qu'on a mis, les versions, l'application, le nom de l'application, les types de déploiement qu'on a mis, etc. Et nous le lançons notre déploiement et qui s'est bien terminé sans échec. Et voilà, donc tout est réussi. Dans surveillance, je vous montre rapidement. Dans surveillance, nous pouvons voir que notre application est en cours de déploiement. Voilà, donc il est là. Et il faut que ça soit distribué d'abord sur les DP avant. Donc, dans cette application, par exemple, un client a déjà installé, donc vous pouvez le voir. Mais dans l'autre application, il n'y a rien qui est encore installé. C'est sur 0000. Donc, les clients ne l'ont pas encore reçu. Là, c'est le point de distribution qui est en train de le recevoir, qui est en cours. Après, les clients vont le recevoir quand ça sera en réussite. Les clients vont le recevoir et eux aussi, dès qu'ils vont commencer par installer, ça va mettre en cours et ensuite, ça va mettre réussite. Donc, si c'est un échec aussi, vous verrez les erreurs, les différentes erreurs que ça vous mettra et vous pouviez dépanner. Donc, voilà un peu cette partie. Je vous montre rapidement comment c'est disponible chez le client. Donc, sur l'un de nos ordinateurs clients, là, nous pouvons aller dans Centre logiciel et là, nous verrons là tout de suite l'application que nous venons de déployer, le Notepad++. Voilà. Donc, vous le voyez, donc, qui a une badge bleue nouveau qui permet de dire que voilà, c'est le dernier, ça a été déployé. Et du coup, Esdras, comme éditeur, comme ça ne l'a pas trouvé automatiquement, si vous en rappelez, on l'a mis manuellement, donc ça a mis l'éditeur. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment déployer l'application Zoom en créant vous-même l'exécutable via des scripts PowerShell et en le déployant en inscrivant les informations manuellement, les informations d'installation, et etc. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à lire les cours aussi pour pouvoir mieux comprendre les thèmes techniques que j'utilise. Bon courage à vous pour la suite du cours et à la prochaine.